Bonjour à tous, un nouveau focus consacré aujourd'hui à la LOLF, à la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, dite sous sa forme abrégée LOLF, L-O-L-F. Cette loi organique, ce texte organique, est un texte essentiel, incontournable à la matière du droit public financier, au droit budgétaire. On y trouve les essentiels des règles au terme desquelles les lois de finances sont adoptées. On identifie bien clairement les compétences respectives du Parlement, législateur, et du pouvoir exécutif dans l'adoption de ce texte. Et on identifie également deux fils directeurs, j'ai envie de vous dire deux fils rouges, qui constituent les traits caractéristiques de ce texte adopté en 2001, qui est venu remplacer un précédent texte organique en date du 2 janvier 1959, l'ordonnance du 2 janvier 1959. À l'occasion d'une autre vidéo, je vous expliquerai les raisons, les évolutions à constater entre ce texte de 1959 et ce texte de 2001. Mais l'idée ici, dans le cadre de ce focus, c'est bien de vous initier en quelques minutes aux essentiels de ce texte pour que vous puissiez vous mouvoir assez facilement au travers des différentes vidéos que je vous propose, en tout cas alors qu'on en est en principe au premier cours, aux premières séances de cours dédiées au droit public financier. Alors, cette loi organique se caractérise en effet par deux fils directeurs essentiels que je vais essayer de vous brosser brièvement ici, mais avant cela, porter son attention sur la nature juridique de ce texte. Il ne s'agit pas d'une loi ordinaire, il s'agit bien d'une loi organique. Si vous avez déjà étudié ces notions, vous savez qu'une loi organique a une valeur juridique supérieure aux lois ordinaires, en tout cas selon la pyramide de Kelsen que vous étudiez par ailleurs. Cette prééminence des lois organiques sur les lois ordinaires se retrouve dans les dispositions de la Constitution. Les articles 45 et 46 de ce texte distinguent bien les modalités d'adoption respectives des lois de finances d'une part, des lois organiques d'autre part, et on comprendra assez facilement à la lecture de ces dispositions, je vous conseille, je vous invite à le faire, bien évidemment, on constatera bien évidemment à la lecture de ces dispositions, eh bien, que le cadre juridique appliqué aux lois organiques est plus important, plus conséquent, plus rigide, plus strict que celui appliqué aux lois ordinaires. La raison en est que la loi organique est censée être le prolongement de la voie du constituant. En effet, la Constitution de 1958 renvoie en plusieurs de ses dispositions à une loi organique pour affiner, pour présenter les détails des dispositions évoquées dans le cadre de la Constitution. Il existe plusieurs textes organiques qui dépassent la matière du droit public financier. On en a une par exemple qui est consacrée au Conseil supérieur de la magistrature, une autre qui concerne effectivement le Conseil constitutionnel. Ici en l'occurrence, il s'agit d'une loi organique à laquelle fait référence l'article 47 de la Constitution. On se rappellera et on étudiera le cas échéant dans une autre vidéo que c'est dans cet article 47 que l'on trouve les essentiels de l'adoption des lois de finances et donc du champ de compétences détenu par le législateur en la matière. Cet article 47, qui est finalement assez bref, renvoie à une loi organique pour les précisions, pour préciser finalement les grandes orientations prévues par la Constitution dans cet article 47. Alors, la LOLF a voulu initier deux mouvements majeurs à compter de 2001. Deux fils directeurs, deux fils rouges, qui vont nous permettre de comprendre en quoi la loi organique renouvelle le droit budgétaire et en l'occurrence les modalités d'adoption du budget de l'État. Ces deux fils directeurs que nous allons retrouver de manière quasi systématique, quasiment dans la totalité des développements consacrés au budget de l'État, vont nous conduire, d'une part, à envisager dans quelle mesure le législateur organique en 2001 a mis en place de nouvelles dispositions afin d'améliorer, de rénover le pouvoir budgétaire du Parlement. Il faudra comprendre qu'avec la Constitution de 1958 et à sa suite avec l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui est le texte organique précédant la LOLF, en 2001 la LOLF abroge le texte de 1959 et le remplace définitivement à compter de 2006, il faudra effectivement comprendre que au début de la Ve République, l'intention du constituant, c'est bien de réagir par rapport aux dérives constatées sous les Troisième et Quatrième Républiques, et notamment à l'instabilité ministérielle. Le pouvoir budgétaire du Parlement est alors confisqué par le constituant.
On étudiera, notamment lorsque nous nous pencherons sur les développements consacrés aux compétences du pouvoir législatif, on étudiera et on constatera que de nombreuses dispositions ont conduit à organiser, à rationaliser le pouvoir du Parlement. Dans vos cours de droit constitutionnel, vous étudiez cet aspect sous la notion de parlementarisme rationalisé. Eh bien, la logique est exactement la même en matière budgétaire. On a entendu rationaliser le travail législatif en matière budgétaire et on a, dans une certaine mesure, confisqué au Parlement son pouvoir en la matière. Ce fil directeur sera étudié de manière relativement conséquente, notamment dans les développements assez techniques qui vont nous permettre de comprendre comment sont adoptées les lois de finances. S'y ajoute, autre nouveauté résultant de la LOLF et volonté des auteurs du texte de 2001, s'y ajoute la volonté d'améliorer la gestion publique. L'idée part effectivement d'un certain nombre de gaspillages constatés dans l'emploi des fonds publics, des gaspillages constatés qui conduisaient finalement les services administratifs à agir d'une manière parfois assez irrationnelle. Il faut comprendre que dans l'élaboration du budget de l'État, on demandait aux administrations de justifier des demandes de crédit qu'elles pouvaient formuler. Des demandes de crédit qui étaient appuyées sur une crainte, qui étaient fondées sur une crainte, celle de ne pas obtenir le montant de crédit suffisant pour assurer le fonctionnement du service. Ceci avait conduit les services administratifs de l'État à réagir en amont et à anticiper, en tout cas à éviter une éventuelle diminution des crédits accordés dans le cadre de la loi de finances. Pour ce faire, l'idée c'était de consommer l'enveloppe de crédit. Il est bien évident que si vous arrivez en fin d'année budgétaire et que vous n'avez pas consommé finalement l'ensemble de l'enveloppe de crédit qui était à votre disposition, eh bien la crainte que cela pouvait laisser supposer du point de vue des services administratifs, c'était qu'on était en train de prouver qu'on n'avait pas besoin de cette enveloppe, en tout cas pas en son entier. Donc cette crainte avait conduit à une dérive constatée, avérée, c'est-à-dire qu'en septembre, octobre de chaque année, les services faisant un constat des montants, des crédits consommés à ce moment-là, avaient une fâcheuse tendance finalement à engager des crédits en septembre-octobre pour des achats, pour des dépenses dont ils n'avaient pas nécessairement besoin, mais avec l'unique objectif d'arriver en fin d'année avec une enveloppe de crédit qui permette de justifier du renouvellement du montant des crédits pour l'année suivante. On peut se douter qu'un tel raisonnement, une telle pratique est forcément générateur de gaspillage d'argent public, et c'est contre cette tentation que le législateur organique, en 2001, a mis en place des outils devant conduire l'administration à justifier de son activité pour espérer obtenir les montants de crédit réclamés au titre de l'année budgétaire suivante. C'est la fameuse logique de performance qui est initiée avec la LOLF, une notion de performance qui apparaît noir sur blanc dans le texte de la LOLF. On y parle très clairement de performance, on y parle très clairement d'objectifs vers lesquels doivent tendre les administrations. Les administrations ayant des objectifs fixés, vont devoir justifier en fin d'année des résultats obtenus. Et en fonction de ces résultats obtenus, elles pourront négocier, espérer obtenir un renouvellement des crédits nécessaires, voire même une rallonge, si effectivement les politiques publiques envisagées et les crédits, les moyens à disposition des services le justifient. Voilà. 2 fils directeurs essentiels que je vous demande de prendre en compte dès à présent. C'est pratiquement ce focus l'une des premières vidéos avec laquelle vous devez débuter l'appréhension d'un cours de droit public financier, l'appréhension d'un cours de finances publiques, parce qu'il s'agit bien évidemment de comprendre les bases juridiques essentielles du droit budgétaire qui, en l'occurrence pour nous, passent par ce texte organique du 1er août 2001. Alors, nous aurons l'occasion de reparler de ce texte. Il y aura effectivement une vidéo consacrée au passage de l'ordonnance de 59 à la LOLF. On comprendra ce qu'ont voulu les auteurs de ce texte. Néanmoins, je tiens à terminer cette vidéo en vous présentant les 2 pères fondateurs de ce texte. En effet, ce sont 2 parlementaires qui sont à l'origine de ce texte et qui ont permis de faire évoluer de manière plus que significative les modalités d'adoption de ces lois de finances telles que vous les découvrirez au travers des différentes vidéos proposées. C'est un duo qui est à l'origine de ce texte, un sénateur, Alain Lambert,
qui était à ce moment-là président de la commission des finances du Sénat, et un député, Didier Migaud, député de l'Isère, et qui par la suite est devenu le premier président de la Cour des comptes de 2010 à janvier 2020. Il vient d'être nommé à la tête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ces deux personnalités, ces deux hommes politiques retiendront toute notre attention lorsque l'on parlera de la genèse de ce texte, de la genèse de la LOLF, car il faudra comprendre effectivement les obstacles qu'il y a eu à franchir pour parvenir à ce texte qui, je vous le livre dès à présent, est le fruit, depuis le début de la Ve République, d'une 36e proposition de révision de ce texte. Preuve de la difficulté de l'exercice où il aura fallu reprendre l'ouvrage à plusieurs reprises avant d'aboutir à ce texte. Alors, pour vous accompagner, la lecture que je peux vous conseiller pour comprendre la LOLF assez rapidement finalement, ou en tout cas pour anticiper un petit peu les vidéos ou votre appréhension du cours au travers des indications bibliographiques que j'ai pu vous donner par ailleurs, que ce soit des manuels, que ce soit des commentaires, des mémentos ou des autres essentiels. Il s'agit d'une publication aux éditions Ellipse qui est consacrée à la loi organique du 1er août 2001 en son entier. On en est à la seconde édition qui a été publiée en octobre 2016 et vers laquelle vous pouvez effectivement vous tourner pour finalement découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la LOLF, finalement les essentiels de ce texte, qu'est-ce qu'il a apporté par rapport au contenu précédent de l'ordonnance de 1959. Voilà, petite lecture du soir conseillée à mettre le cas échéant et en cas de nécessité sur votre table de chevet.